Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphère en zusammenarbeit mit IK-CNCI und dem Moi. Bienvenue pour un nouveau épisode de notre Minette Mashup. On est qu'à deux aujourd'hui. Hello Lorena. Salut Yann. Oui, malheureusement Marika elle est malade, donc elle n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. On s'est rendu à nouveau hors du Minette. Hashtag Minette Mashup. Si vous avez envie de nous suivre dans les médias sociaux, et dites à tous ceux que vous connaissez qu'on trouve l'intégralité des épisodes du Minette Mashup sur presque toutes les plateformes de podcast. Grand temps de vous présenter l'invité de ce mois. Il s'agit de Jean Larcher. Bonjour. Bonjour. Jean, vous profitez de votre retraite et s'il vous plaît, corrigez-moi si je commence à raconter des bêtises. Vous étiez sidérurgiste ? Oui, pendant 45 ans à Éoge. Vous travaillez au fourneau de l'usine, puis vous avez intégré la direction de l'usine et depuis votre départ en retraite, vous vous engagez pour le patrimoine industriel du nord de la Lorraine. Voilà, c'est ça. Ok. Sur Messidor, oui, c'est ça. On entrera en détail sur ces deux sujets un peu plus tard, mais maintenant, on s'intéresse au lieu qui nous abrite aujourd'hui. Voilà, j'avais déjà dit qu'on est sorti d'une minette à nouveau, mais on reste dans le grand bassin minier, qui est un élément fédérateur et commun de notre grande région. Mais Jean, où est-ce qu'on est exactement ? Ici, on est à Uconge. Uconge, c'est le parc du Haut-Fourneau. Donc c'est le dernier Haut-Fourneau de Lorraine, même de France, qui va être conservé. Donc c'est une ancienne usine sidérurgiste et qui a permis en 1991, le 17 décembre, la dernière coulée, et on a voulu garder un lieu de mémoire. Un témoin. Un témoin de tout ce passé ouvrier, de toute cette industrialisation du nord de la Moselle. Location for moment. Si vous décrivez un peu le site, donc pour tous ceux qui n'y étaient jamais encore, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors ici, on peut voir les bases de la sidérurgie. Tout ce qui est la sidérurgie, la mémoire ouvrière. Il y a énormément de témoins visuels sur le travail qui est fait ici sur le nord. Et on peut considérer ça comme une cathédrale d'acier. On peut bien visiter les cathédrales de pierre, comme beaucoup, mais là, c'est une cathédrale d'acier. Parce que si on remonte aux origines de la construction de cette usine, à l'époque, il fallait 2 ans pour monter des installations comme ça. Sur le site Lucat, vous disposez également d'une tente qui sert un peu de musée, mais aussi de lieu de spectacle. Elle a été aménagée pour l'année culturelle 2007. Oui, c'est une installation provisoire qui dure, mais on est habitué. Moi, je suis guide ici depuis 2007. Alors, vous savez, là, on a demandé un accès au plancher de coulée, parce que quand on est arrivé ici, la première chose qu'on a dit, on n'arrive pas à vous expliquer le travail des ouvriers, c'est trop loin. La passerelle a été faite en 2016. Alors le chapiteau, il faut en profiter parce que vous allez voir ces derniers instants. Il va être démoli et on va construire à côté un nouveau bâtiment. Si vous voulez, nous, il nous faut une salle parce qu'avec tous les archives que nous avons de la mémoire et tout ce qui est... Tout ça, on a un trésor qu'on ne peut pas montrer. On n'a pas la place. Et si on aurait la place sur le chapiteau, on peut changer nos expositions. Même au cours d'année, on peut faire des expositions temporaires. On a le matériel qu'il faut pour. Et donc, c'est pour ça que vous auriez un nouveau bâtiment qui va vous aider à mieux conserver aussi. À mieux conserver. Tous ces documents. Oui, on numérise et puis on laisse à disposition des étudiants, des chercheurs qui veulent avoir des renseignements. Donc, ils nous contactent. Il y a quelqu'un qui va avec eux aux archives et puis ils peuvent consulter nos archives. Avant d'entrer un peu dans votre biographie, j'ai encore une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé
toute l'usine ici. Pourquoi il n'y a qu'un seul haut-fourneau qui a survécu? Parce qu'en Sarre, par exemple, à Völklingen, ils ont gardé vraiment toute une usine. Alors ici, si vous voulez, la sidérurgie, ils ont pour habitude, ils rasent tout de suite, ils coupent la ferraille. Et notre chance à nous, ils ont commencé par ce qui est l'emplacement de l'ancien jardin des traces. Et quand l'association elle s'est créée, pour sauvegarder, une fois en France, une fois que vous avez mis le dossier en route, c'est bloqué. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de conserver ce haut fourneau-là. Pourquoi exactement l'U4 et pas l'U1, l'U2, l'U3? Ça, c'est la technologie Lorraine, avec le système des bennes stellaires, avec un ascenseur qui monte les matières au gueulard. C'est typique au Lorraine, et puis c'est encore le système des gueulards à cloche. Alors que partout ailleurs, les hauts fourneaux modernes, c'est des plans inclinés. Vous voyez, vous avez toujours le plan incliné, et vous n'avez plus le système de gueulard à cloche. Donc, en quelque sorte, c'était unique déjà avant de commencer. Déjà, avant de commencer, c'était déjà une installation unique. Parce que si on prend à côté l'usine d'Hayange, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus gros, c'est pas du tout la même technologie. Eh bien, maintenant, on voulait un petit peu parler de vous, Jean. Donc, Jean, vous avez fait toute votre carrière dans la sidérurgie. Oui. 45 ans, si j'ai 45 ans, j'ai commencé à 14 ans. Vous êtes rentré au centre d'apprentissage en 1961. Oui. Vous avez effectué donc toute votre carrière dans la sidérurgie. Vous avez travaillé sur un site proche d'ici, le site Patural. Oui, Patural à Hayange. Voilà, qui se trouve à Hayange. Et vous y avez passé 45 ans en occupant différents postes. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire les fonctions que vous avez occupées? Quels ont été les différents métiers que vous avez exercés? Moi, j'ai commencé au centre d'apprentissage. Alors, vous savez, la sidérurgie avait des centres d'apprentissage réservés aux gens qui travaillaient dans l'usine. Donc, le centre d'apprentissage, il était spécifique. Pendant 1 an, on faisait tous les métiers. Parce qu'il fallait bien entretenir les cités. Donc, il y avait aussi bien plombier, menuisier, tous les métiers qu'on a besoin pour le bâtiment et tous les métiers qu'on a besoin pour la sidérurgie. Mais pour la sidérurgie, on ne pouvait pas commencer avant 16 ans. Donc la première année, le concours, donc on a choisi un métier et les gens de la sidérurgie sont venus nous démarcher comme des représentants pour qu'on vienne dans la sidérurgie. Ils avaient besoin de jeunes. Donc ils nous ont démarché et ils nous ont promis que notre carrière, si on travaillait, elle allait être quasiment verticale. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais il fallait quand même aller tout le temps en formation, tout le temps les écoles des cours du soir et tout. Mais c'était rémunéré. Hein. D'accord, donc pendant toute votre carrière, vous avez fait des formations régulièrement pour évoluer. Oui, même à 2 mois de la retraite, j'étais encore en formation. Ah oui. Ben, on m'a envoyé en formation, c'était pour tester mon remplaçant. Et il a réussi le test? Pas tellement. Bon, ça je ne dis pas, mais bon, là. Si vous voulez, comme moi, lui, il maîtrisait bien les métiers d'entretien, parce que c'était un gars de l'entretien, mais il ne maîtrisait pas les métiers de fabrication. Mais vous voyez, moi, si je devais dire à un électricien, parce que j'étais manager posté en sortant, si je devais dire à un électricien, il faut aller sur cette installation-là, il faut faire ça. Mais je lui donnais pas comment faire. Je disais, il faut faire. Alors, je devais faire la part. Parce qu'il y avait le mécano qui disait, ben non, ça c'est pas à moi, l'électromécanique, c'est pas à moi, c'est l'électricien. Alors, je devais savoir, non, c'est de la mécanique, tu vas le faire. Et vous avez été chef d'équipe, vous avez managé des ouvriers plus anciens que vous. Oui, oui. Et comment ça se passait à ce moment-là? Est-ce qu'ils l'acceptaient ou c'était plus compliqué? C'était assez compliqué, mais là, c'était aussi une maîtrise de soi, si vous voulez. Parce que moi, j'ai appris avec un brave ancien qui m'a appris les ficelles du métier. Et quand je suis venu, j'étais son chef. Parce que j'étais P1, alors que lui, il était toujours ouvrier spécialisé. Et donc, moi, j'étais professionnel. Donc j'étais obligé de lui dire, non, on ne travaille plus comme ça. Il faut travailler comme ça. Alors imaginez le petit gamin qui apprend
qui dit ça au gars qui lui a appris à travailler, c'est compliqué. Et je n'osais pas lui donner ma fiche de paye. Parce que quand il parlait salaire, on n'osait pas. Ouais. Parce qu'on gagnait beaucoup plus que le gars qui m'avait formé. Alors c'est tout un état d'esprit, c'est tout un... Il faut faire la psychologie. Ouais. Mais c'était ça aussi, c'était dans notre formation. Hein. Parce que le plus dur, c'est pas travailler sur des installations, le plus dur, c'est l'humain. Et puis, Jean, vous avez désormais cette passion pour la conservation de cet héritage industriel. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le 17 décembre 1991 qu'a eu lieu la dernière coulée au Haut-Fourneau U1. U1, c'est pas celui-là. Oui, tout à fait. L'événement a été particulièrement médiatisé. Il a beaucoup touché la population de la région, même au-delà. Oui. La page de la grande époque sidérurgique s'est arrêtée à ce moment-là, mais il y en a une autre qui a commencé à s'écrire avec la création d'une association dont vous êtes le président aujourd'hui. Cette association, c'est Messilor, pour Mémoire culturelle et industrielle Lorraine. Les missions de Messilor sont à peu près similaires à celles du CNCI, le Centre national de culture industrielle, que je représente ici. À l'époque, Messilor s'est mise en place grâce à la mobilisation des anciens sidérurgistes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de Messilor et comment l'association elle a évolué et quel est désormais son rôle ici sur le site de l'U4 ? Oui, donc ici en France, pour mettre un site au monument historique, il faut une association. Donc il y a des politiques, il y a des gens du métier, des gens de la DRAC qui se sont mis ensemble pour conserver ce Haut-Fourneau. Donc, il y a surtout grâce à l'ancien maire du Conche, M. Paradise, on lui doit une fière chandelle pour la conservation du site, avec son complice Bernard Colneau, qui était ingénieur en chef ici sur le site du Conche. Donc avec ces deux volontés-là, on a réussi à conserver le site. Et il a été inscrit, la première inscription c'était en 1993, et d'après la loi française, une fois que c'est inscrit, ils arrêtent la démolition. C'est pour ça que vous voyez, c'est arrêté net. Et on s'est rendu compte, en démolissant les installations avant, qu'on a une vision, une lecture des installations sidérurgiques magnifiques. Vous avez devant vos yeux, vous levez ce qu'on n'a pas forcément à Belval ni à Beuklingen. Vous avez gardé un ensemble, c'est beau, c'est magnifique. Mais nous, ici, on a une vision complète. D'un coup d'œil, vous regardez, vous avez tout. Nous, on n'a pas le droit de vernir, de mettre en peinture, ça doit rester dans son jus. Alors, mais ça ne va pas poser des problèmes d'ici 30, 40, 50 ans ? Non. Vous voyez, si vous regardez là-bas, il y a des installations qui datent de 1930. Regardez le gris foncé. Vous voyez les supports en bas, c'est des installations qui datent de 1930. Les installations les plus rouillées au-dessus, c'est 1972. Ok. Donc c'était une meilleure qualité dans les années 30 que par la suite. Eh oui, c'était mieux, c'était un peu plus des matériaux un peu plus nobles. Mais ça fait plus de 30 ans que l'usine s'est arrêtée. Elle est toujours dans le même état. Donc les anciens sidérurgistes, malheureusement, deviennent de plus en plus rares. Est-ce qu'il y a la transmission de vos connaissances à la génération prochaine ? Oui, on a du mal parce qu'on est des bénévoles. Alors on recrute, alors qu'on leur dit, voilà, nous on est des bénévoles, on n'est pas rémunérés. Si on vous raconte l'histoire du site, le vécu des ouvriers, des gens qui ont travaillé là, c'est surtout la technique, oui, on peut la connaître, mais c'est surtout le social. Oui, ça a quand même nourri des générations d'habitants. Et un peu de toute nationalité. Donc Messilor assure les visites guidées du Haut-Fourneau U4. D'accord. Oui, quand ça. On vient visiter, c'est accompagné d'un ancien sidérurgiste. Pas toujours d'un ancien sidérurgiste. Hein. Ah. Non, parce qu'on a une dame. Oui. Oui, on a une dame. Elle est orthophoniste. Oui. Les gens sont surpris, mais au bout de 5 minutes, parce qu'on l'a formée, vous ne savez plus si elle a travaillé dans la sidérurgie ou dans l'orthophoniste. Mais je suppose qu'il n'y avait pas de femmes qui travaillaient dans les Hauts-Fourneaux, ou très très peu.
Il y a des femmes qui travaillaient dans l'usine. Mhm. Mais dans les hauts fourneaux, comme il y avait le poste de nuit, c'était pas compatible avec les femmes. En plus, c'était aussi la cohabitation. Il y a toutes les nationalités. Mhm. Et les installations n'étaient pas faites pour les femmes. Il n'y a rien. Les installations, c'est-à-dire les vestiaires, les douches. Vestiaires, toutes les structures. Mais il y avait quand même une femme qui travaillait sur les postes. Elle était portière, donc elle manipulait elle était à l'abri. Bon, elle avait 30% de salaire en plus. Hein, donc c'était pas négligeable, elle avait le même salaire que les hommes, ce qui était rare à l'époque, parce qu'elle avait perdu son mari dans les installations. Donc la direction a fait un geste pour qu'elle ait un peu plus de revenus. Mais vous savez, elle n'avait pas le droit. Le poste de nuit, elle était confinée dans sa cabine de pont, elle était tranquille, elle ne risquait rien parce que c'était en l'air. Mais si elle voulait aller au WC, elle était obligée d'appeler quelqu'un, d'appeler un chef ou d'appeler un garde qui vienne la récupérer, nettoie tous les vestiaires, vire tous les hommes qui dormaient, squattaient dans les vestiaires pour qu'elle puisse aller se changer ou alors faire ses besoins. Et au changement de poste, elle devait attendre qu'il y avait un garde ou un chef qui vienne la prendre pour l'amener au vestiaire et pour l'emmener au portier. Après, il y avait les femmes qui travaillaient la journée, mais celles-là, elles travaillaient que le matin ou l'après-midi, donc pas le poste de nuit. Donc là, ils étaient mélangés mais pas sur la partie fabrication. Ils étaient dans les cabines, ils coupaient les diagrammes, ils coupaient ou alors les chimistes, les analyses, parce qu'on avait besoin de beaucoup d'analyses. Mais autrement, sur le côté fabrication, il n'y en avait pas. Alors en 2018, la vallée de la Fensch a été le paysage d'une œuvre littéraire. Il s'agit de Leurs enfants après eux, écrit par Nicolas Mathieu, donc le livre pour lequel l'auteur d'origine lorraine a été lauréat du prix Goncourt. Donc cette œuvre littéraire a fait l'objet de plusieurs adaptations théâtrales et en 2022, donc dans le cadre de Esch 22, capitale européenne de la culture, ce texte a été mis en scène notamment par Éric Petitjean et Carole Laurent, qui est la directrice du théâtre d'Esch. Pour cette adaptation, Carole Laurent est allée à la rencontre d'anciens ouvriers et notamment de vous, Jean. Alors est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec Carole Laurent et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et puis aussi, que pensez-vous de ces artistes qui s'emparent de cette histoire sidérurgique dans leurs œuvres, que ce soit des livres, des pièces de théâtre ou des tableaux, des photos, etc. Oui, on va dire que j'adore les artistes qui s'occupent de la sidérurgie. Parce que, vous voyez, la mémoire, c'est aussi le culturel. Sans le culturel, vous n'arrivez pas à attirer les gens. Et là, avec l'œuvre, c'était exactement la même chose. Donc, c'est un peu un témoignage, c'est un peu, disons, artistiquement, la vie des ouvriers de tous les jours. Mais vous n'avez pas rencontré Nicolas Mathieu quand il faisait ses recherches ? Non, je n'ai pas rencontré. Mais il faut dire aussi qu'on on a beaucoup profité de Esch, ville... capitale européenne de la culture, oui, en 2022. Même là, maintenant, on en profite encore des retombées des actions culturelles. Tout à fait. Oui, tout à fait. Did you know? Qu'est-ce qui s'est passé une nuit de la semaine de Pâques, alors il y a 30-40 ans ? Il y a eu un incident, on va dire, qui s'est passé pendant la semaine de Pâques, qui est à la fois triste et drôle, et qui est assez caractéristique justement des fourneaux, des hauts fourneaux lorrains que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un élément en haut qui... Oh oui, bon. Oui, c'est les... Alors là, le système de chargement pour éviter d'envoyer les gaz dans l'atmosphère, il y a un sas. Donc il y a une double cloche. Oui. Oui. La première cloche, c'est là où la benne stellaire se positionne. Oui. Ça tombe dans un sas et ensuite il y a l'autre cloche en dessous qui descend pour laisser tomber les matières dedans. Tout à fait. Et ça arrive que la fixation, elle lâche.
Et là, la cloche, elle est tombée, puis c'était la période de pas. Exactement. Alors, le contremaître de permanence, il a appelé son chef, il dit, ben voilà, on a perdu une cloche. Et lui, il pensait que c'était une plaisanterie, parce que c'était la période de Pâques. Et non, la cloche était bien tombée dans le haut fourneau. Oui, et du coup, ça a demandé plusieurs jours pour Il faut réparer le parce système. qu'il faut mettre les installations à haut fourneau, c'est pas comme ça s'arrête pas du jour au lendemain, il faut préparer, il faut faire toute une préparation, et pour que les équipes puissent intervenir en sécurité. Et donc il y a une paire de jours de préparation pour pouvoir... il y avait plusieurs des incidents dramatiques. Il y a eu la péniche sur le bord de la Moselle, ça a fait 7 morts. C'est aussi lié au gaz, parce que vous voyez, tous les conduites, quand vous voyez à haut fourneau, il y a plein de conduites. Et là, ici, sur le nord mosellan, on avait une coopérative où tous les gaz de haut fourneau, on envoyait vers Richemont pour faire de l'électricité. Et ici, à Ucange, c'est la traversée de la Moselle. Il y avait un pilier au milieu de la Moselle, et les péniches étaient de plus en plus longues. Alors pour tourner, il s'appuyait plus ou moins sur sur le pilier, et là, le pilier a cédé. Et la conduite est tombée sur la péniche. 7 morts à l'époque. Et on était prêt à évacuer tout Guénange. Je ne sais pas si vous voyez, la ville basse. Oui, oui. Je travaillais de nuit quand c'est arrivé, et il y avait du brouillard. Et le brouillard, ça fait comme un couvercle de marmite. Donc le gaz, il ne pouvait pas monter. Et notre chance, c'est sur le coup de 6 heures du matin, le brouillard s'est levé. Au lever du jour, il s'est levé, et là, les gaz sont partis chez les voisins. Les douaniers ne l'ont pas arrêté à la frontière. Question. Le travail quotidien à l'usine, comment ça se passait ? Qu'est-ce que c'était une journée type pour un ouvrier Est-ce qu'il y avait des journées types ? Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait des journées types ? En fabrication, non. Normalement, le but de l'ouvrier, c'était de faire la production, de produire de la fonte. Mais on ne savait pas, quand on prenait le poste, comment qu'on allait trouver, dans quel état on allait trouver le haut fourneau. Mais autrement, une journée type, c'était de venir ici, donc de passer la barrière. Et une fois que vous avez passé la barrière, vous étiez d'une autre famille. Tout ce qui était à l'intérieur de l'usine ne sortait pas. Vous voyez, à la maison, on ne racontait rien. Ah bon ? Rien. Ah, ma femme, elle ne sait pas ce que je faisais à l'usine. Ah non, non. Non, non. Incroyable. Ah, c'est un autre monde. Vous passez la barrière, vous voyez, il y a encore la barrière, vous étiez dans un monde de travail. Vous passez de l'autre côté, vous étiez dans un monde familial. Et tout ce qui s'était passé de l'autre côté de la barrière n'allait pas là-bas. Très bien. Et vos épouses ne posaient pas de questions, respectaient cette... On était parfois de plus ou moins mauvaise humeur, donc... Oui. Donc, il valait mieux pas discuter. Il valait mieux pas discuter. Si l'homme ne disait pas ce qui s'était passé, elle n'assistait pas, elle avait sa petite vie, son petit... on ne se voyait pas tellement. Et puis aussi, à l'époque, la femme, elle s'occupait beaucoup plus des gosses que maintenant. Parce que maintenant, ils travaillent à 2, et à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, qui étaient à la maison. Mais elles travaillaient aussi parce que, si vous voulez, comme quand moi je disais, et votre femme, c'est femme au foyer. Alors, on me regardait bizarre, mais je dis, mais non, mais attendez, femme au foyer, elle élève les gosses. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je ramène le salaire. Elle s'occupe des finances. M'occupe pas des finances. Ah bah oui, je ramenais l'argent, puis elle se débrouillait. Se démerdait. Elle fait infirmière, elle fait tout. Donc, c'est une multitâche. 24 heures sur 24. Mais si on revient à la journée type de la journée l'ouvrier, type, donc on a passé la barrière. On a passé la barrière, donc on va se changer au vestiaire, on va se changer, on va s'habiller, puis on va sur le plancher de coulée. Et là, on reprend le travail, la routine, comme d'habitude, préparer les coulées, préparer l'évacuation des liquides. Et après, au bout des 8 heures, il faisait le sens inverse. Donc là, il y a ceux qui travaillaient
avec le feu, ils jouaient avec le feu. Donc, tous les produits liquides, tout ça. Et puis il y a ceux qui allaient dans la maintenance et il y a ceux qui allaient en cabine. Ça, c'était les mieux lotis parce qu'en cabine, ils avaient tous des instruments, tous des ordinateurs, tout ça. C'était les... Et il faisait moins chaud aussi. Hein. C'était climatisé. C'était pas pour eux. Hein. C'était pour le matériel parce que si un ordinateur, s'il a chaud, ça fonctionne pas. Pour que ça soit... C'était climatisé. Et la fonte qui était produite ici, elle a été transformée où par après? Alors ici, la particularité de l'usine du Cange, ils produisaient que de la fonte. Donc après, c'était envoyé dans des fonderies, soit dans les Ardennes, soit dans le Nord, un peu dans toute l'Europe. Dans des fondeurs qui refondaient le produit qu'ils avaient fait. C'était refondu et puis après, c'était moulé, parce que la fonte, on peut que la mouler, hein, soit pour des bâtis de machines, soit pour des fourneaux. Alors moi, ce que je préfère, c'est le moule à gouglof ou la cocotte minute, toujours gourmand. Ou le gaufrier, ça c'est meilleur. C'est vrai. Et après, comme là, quand il y a des périodes de guerre, il y avait aussi la fonte pour les obus. C'est une fonte spéciale, assez difficile à faire. Mais donc elle n'était pas travaillée ici sur le site même, mais vraiment... Non. En disant qu'on mettait on faisait la pâte, hein, le principal, et après c'était au fondeur, au mouleur, de trucs à faire le reste. Nous, on fournissait simplement la matière première. Et puis il y a eu le déclin de la sidérurgie il y a eu des licenciements, des vagues massives de licenciements. Et les sidérurgistes en fin de carrière n'ont pas du tout été épargnés. Et il y a eu des départs qui ont été assez violents, brutaux. Et est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire quelles conséquences ça a eu sur leur vie privée, leur vie familiale qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors on est parti de 65 ans, on est descendu jusqu'à 50 ans. Mais attention, c'était pas la retraite. C'était départ anticipé. C'était pour réabsorber le personnel des usines qui fermaient. Ils étaient réaffectés dans d'autres usines qui restaient. Oui. Mais là, il fallait faire partir des gens pour qu'ils puissent laisser leur poste à d'autres. Alors, comme on est descendu rapidement jusqu'à 57 ans, les premiers, donc, le matin, quand on est arrivé, le BP, bureau personnel usine, nous laissait un petit mot pour empêcher cette personne de travailler. Il est à la retraite. Il fallait voir, donc il fallait aller trouver le gars et lui dire, ben voilà, tu te rechanges, tu laisses tout là, tu vas à la maison. Il n'avait même pas au revoir aux copains. Non. On t'appelle un taxi, tu vas à la maison. Parce qu'il n'était plus assuré. D'accord. Donc, c'était très violent. Après, on s'est amélioré, on a préparé la retraite. Mais là, comme on a descendu rapidement, ça venait, le bureau de personnel, il n'arrivait pas à suivre. Donc, on trouvait des mots dans la boîte aux lettres. Oh purée, il faut qu'on fallait lui dire, il va prendre sa main. Dites ça à une personne d'une soixantaine d'années, et on n'a plus besoin de toi, tu t'en vas. Donc c'est les chefs d'équipe qui annonçaient à leurs ouvriers. Au début, oui. Donc vous, par exemple, vous avez dû faire ça. Oui. Après, ça s'est amélioré. Après, ils étaient prévenus en avance. Mais là, c'est descendu rapidement. Vous voyez, quand vous descendez des tranches d'âge, parce qu'il y avait des gens qui étaient en retraite et il y avait des plus vieux qui travaillaient encore. Parce qu'ils attendaient, ils ne faisaient pas partie de la même convention. Vous voyez ? Ok. Je suppose que c'était quand même difficile à expliquer aux plus jeunes qu'ils devaient partir. Allez dire à un gars qui a travaillé toute sa vie sur un haut fourneau, allez lui dire, écoute, on n'a plus besoin de toi. C'est comme dire, t'es un bon à rien, vas-y, on n'a plus besoin. Au Luxembourg, il y avait, à partir des années 70, il y avait la division anticrise qui essayait de replacer les mineurs et les sidérurgistes dont l'industrie n'avait plus besoin dans d'autres secteurs. Ça se faisait aussi ici ou... Oui, ici, oui. C'est après ils ont créé une... Donc on prend un gars de 50 ans qui vient d'être mis en retraite ici à l'usine. Est-ce qu'il a été formé pour pouvoir continuer une carrière ailleurs ? Non.
50 ans, il n'avait plus le droit de travailler. Ok. Nulle part. Nulle part. Parce que c'est l'État qui participait À ces indemnités. à ses indemnités. Donc, il pouvait pas toucher 2 fois. Donc, il est de 50 à 60 ans, il ne pouvait plus travailler. Mais ces indemnités, est-ce qu'elles étaient à la hauteur du salaire qu'il avait? Oui, voilà. Ouais. Donc, il ne pouvait plus y rester, parce qu'il était les premiers qui sont partis, ils avaient à peu près 90% de leur salaire net. Mhm. Enfin, ce truc-là, vous partez, hein. Vous ne posez pas la question, hein. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous n'avez plus besoin de casse-croûte, vous êtes tranquille. Mais là, il y a un autre drame qui se préparait. Oui, avant, on parlait des femmes qui étaient à la maison, qui travaillaient. Mais là, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Le gars qui travaille, qui habite en HLM, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Il soulève le couvercle, voit ce qu'on mange, voit un truc. Il est tout le temps sur le dos de la femme, et la femme, elle avait ses habitudes. Donc on a eu énormément de divorces et de suicides. Donc après, on avait une cellule qui préparait les gens à la retraite. J'aimerais bien changer de sujet parce que à côté de l'eau-fourneau qu'il y a ici sur le site, il y a aussi le Jardin des Traces qui fait partie, qui est ce tiers-lieu plutôt culturel dont vous profitez aussi. Est-ce que c'était voulu dès le début de créer un lieu de rencontre aussi culturel avec des manifestations culturelles, des expositions, des concerts, des lectures? Non. Non. Le Jardin des Traces, il date de 2009. Le Haut-Fourneau, il est conservé depuis 2007 et visitable depuis 2007. Le Jardin des Traces, à l'origine, donc c'est pas la partie de transformation, c'est pas le jardin de transformation. Le Jardin des Traces, à l'origine, c'était l'usine d'agglomération. Et selon la volonté du maire du Canche, il voulait relier le centre du Canche au bord de la Moselle, au Haut-Fourneau U4. Mmh. Donc il a fait un chemin de traverse. Donc si on va voir la visite, c'est un chemin bétonné qui traversait. Et après, il s'est rendu compte que c'était un lieu magnifique. Alors plutôt que de le laisser comme ça, ouvert à tout le monde, il en a fait un jardin culturel. Donc sur le thème du Haut-Fourneau. Alors, il est divisé en plusieurs parties. Vous avez la partie alchimie. C'est ce qu'il faut pour transformer le minerai de fer en fonte. Voilà. Donc, vous avez tout. Vous avez les 4 cylindres, vous avez tout. Ensuite, il faut bien des gens qui travaillent dedans. Vous avez le jardin des sidérurgistes. Donc là, les jardiniers reconstituent avec des plantes le paysage des gens qui ont travaillé dans l'usine. Et ensuite, vous avez le jardin écologique. Et donc il y a différents thèmes. Et en plus, pour le spectacle et les cultures, vous avez une grande place au milieu. D'une simple connexion du centre-ville à la Moselle, on a créé vraiment un espace de rencontre, un espace vivant. Oui, un espace vivant. Et puis alors, ce qui est bien dans ce Jardin des Traces, il faut le visiter à différentes saisons. Parce qu'il y a des jardiniers qui s'occupent pendant tout leur temps de travail. Donc les plantes, vous avez les plantes au printemps, vous avez les plantes en été et vous avez les plantes en automne. Et la plus belle, c'est l'automne. Un autre jardin qui se trouve aussi ici, c'est à côté du Jardin de Traces, c'est un jardin de transformation. Il s'agit d'un projet scientifique mené par l'Université de Lorraine. Et je dis bonjour à Juliette Guéhin. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez un peu de ce jardin de transformation. Et étant que moi je viens de la réserve de biosphère du Minette au Luxembourg, c'est peut-être un concept très intéressant également pour les friches luxembourgeoises. Vous utilisez des plantes pour dépolluer les sols. C'est ça. En fait, ça s'appelle la phytoremédiation. Et du coup, ça consiste en l'utilisation des propriétés des plantes dans le but de résoudre le problème de pollution. Parce que du coup, on l'a vu, l'U4, c'est 100 ans d'activité. Et en 100 ans, il y a eu quand même eu le temps d'avoir beaucoup de pollution. Surtout parce qu'au début, on s'en foutait un peu, hein. Oui, totalement. Surtout que le site, on ne pensait pas qu'il aurait une fin au début. Donc on se moquait un peu des conséquences et de comment ça se passerait par la suite. Il n'y avait pas de but à tout ça.
Donc finalement aujourd'hui, maintenant que ce site il est devenu en fait ouvert au public, et surtout qu'il a perdu toute cette fonction de création, de transformation sidérurgique, il se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace. Donc il y a une partie en fait qui est devenue, donc on l'a dit, un lieu de recueillement, de mémoire, de vie après l'U4, de transition, tout ça. Et du coup en fait il reste une énorme partie qui n'est pas exploitée. Et en fait aux alentours de 2012, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Alors il y a des choses qui ont été mises en place, notamment Metafensch, qui a été plébiscité par le président François Hollande et qui est un lieu de recherche pour la sidérurgie, qui a ouvert vers 2016. Mais ça, c'est qu'une partie. Et comme on l'a dit, du coup, en fait, avec cette pollution, on ne peut pas faire grand-chose. Donc finalement, c'est là qu'arrive l'Université de Lorraine, et notamment Sonia Henry, qui est une enseignante-chercheuse du laboratoire Sol et Environnement de l'IUT de Thionville-Lutz, qui travaillait déjà en fait sur la phytoremédiation, et qui a dit, on va utiliser le fait que l'U4, maintenant il est protégé, on va pouvoir en fait s'en servir comme laboratoire à ciel ouvert pour faire des recherches. Parce qu'en fait, jusqu'ici, la seule façon de dépolluer les sols qui existent, enfin, une des seules, mais souvent celle qui est la plus utilisée, c'est le fait de venir avec des engins de chantier, prélever le sol. Et remettre un autre sol en place, oui. Voilà, sauf que du coup, le sol qui pollue, on le met ailleurs. Donc on pollue un endroit qui de base n'était pas pollué. Donc du coup, ça nuit à la faune et à la flore. C'est très coûteux. Et c'est une solution à court terme. Parce que du coup, on pollue de plus en plus d'endroits qui de base n'étaient pas pollués. Le site de l'U4 en profondeur, il est toujours pollué. Donc ça ne sert pas à grand chose alors qu'avec des plantes, finalement, ça y est, on peut dépolluer le sol. On peut le faire sur du long terme. Et l'U4, du coup, on peut l'utiliser de cette manière. Oui, voilà, mais c'est sur du long terme, ça ne va pas du jour au lendemain. Hein. Les plantes ont le temps ont besoin du temps pour... Pas forcément. En fait, ça va dépendre. L'U4, pour le coup, déjà, c'est un lieu de recherche, donc forcément, ça va longtemps. Ça va être dans le temps. Parce que du coup, il y a besoin de faire des tests, de voir lesquels sont les plus efficaces. Donc, on prend ce temps pour aussi observer comment se fait la recolonisation spontanée du site, qui de base était uniquement du béton, et là, finalement, maintenant, il y a à nouveau de l'herbe, des mousses qui sont revenues du lichen, des plantes qui ont un système racinaire de plus en plus important. Donc, on peut observer, donc on prend en fait ce temps. Mais sur d'autres sites, avec des plantes qui ont déjà en fait leurs preuves, ça peut aller beaucoup plus vite. Surtout que ça dépend aussi du niveau des pollutions. Plus c'est pollué, plus ça va prendre du temps. Le 4, si imaginons qu'on s'y mettait vraiment, ça prendrait du temps. Mais sur d'autres sites qui sont moins pollués, ça peut se compter en mois en fait. Pas en années, en mois. Ok. Donc c'est très efficace. Et en fait, du coup, l'U4, avec ce projet, il serait précurseur. Ok, donc ça pourrait profiter à d'autres friches industrielles à travers un peu tout le monde. Mais exactement. C'est le but. C'est qu'au final, du coup, ça serve absolument à tout le monde. Parce que l'U4, du coup, c'est un lieu protégé. Il est le seul en France. On peut prendre le temps de faire ces expériences. Il n'y a rien qui nous presse. Les autres sites, actuellement, ce qui presse, en fait, c'est le fait qu'elles ont une valeur. Elles ne sont pas protégées. Donc, en fait, souvent, les terrains sont rachetés. Et on se dit, on va se dépêcher de dépolir. On va faire la solution la plus rapide, la plus simple. On s'en moque. Bon, et on va reconstruire dessus. Bon, il y avait des solutions. À Belleval, ils ont opté pour beaucoup de béton. Oui. Si on met une grosse couche entre la terre qui est polluée et nous, on est protégé. Mais bon. Oh, mais la pollution, elle reste en dessous. Hein. Elle reste en dessous, mais elle est moins nuisante que si elle est à ciel ouvert. Hein. Mais après, on peut se dire aussi qu'on préserve du coup cet espace et qu'on laisse après aussi la faune et la flore revenir dessus. Parce qu'on manque de plus en plus, notamment dans les centres, tout ce qui va être sidérurgique, tout autour, c'est extrêmement bitumé. Donc finalement, il y a très peu de place pour la nature. Donc ça veut dire que pour une fois, un site qui du coup ne sert plus, on lui redonne aussi une place, aussi bien scientifique que pour la faune et la flore, ça ouvre d'autres portes. C'est un projet très très intéressant en tout cas. On va mettre les liens pour s'informer un peu plus en détail sur le site web de notre podcast. L'avantage qu'on a ici à Uconge, il n'y a pas de pollution d'hydrocarbures. Tandis qu'à Belleval, vous aviez une coquerie et vous aviez des laminoirs. Là, c'est plus pollué par les huiles, donc c'est un peu plus difficile à relever. Wacky question. Jean Larcher, en tant que président de Messilor, si vous auriez la possibilité de reconstruire un bâtiment ici sur le site, duquel bâtiment s'agirait-il ? Ici, reconstruire ? Oui, un bâtiment qui était ici, qui a été démoli. Ce qui serait typique, c'est soit le laboratoire, parce que c'était quand même le centre de
il y avait beaucoup de monde qui travaillait dans le truc, mélangé avec hommes-femmes, et c'était une pièce essentielle de la conduite du haut fourneau. Contrôle de qualité et... Contrôle qualité, et puis là, à l'intérieur, il y avait beaucoup de matériel, beaucoup d'instruments, et c'est dommage qu'il a été rasé. Il était juste derrière vous, sur la place qui est là. C'était une place centrale. Et c'était un lieu de vie. Là, il y avait du monde. Là, il y avait du monde qui travaillait. It's quiz time. Il est grand temps de venir à notre quiz et là, on donne parole à notre invité. On fait ça depuis cette saison dans notre podcast. À l'avance, c'était nous qui posions des questions, mais on s'est dit, on rencontre des gens qui sont dans leur sujet, qui sont sur leur site, et ils sont beaucoup mieux dans la matière que nous, donc pourquoi pas poser des questions à nous qu'on essaye de répondre. Alors j'ai préparé une question, bon, il y en a plein. Donc c'est une usine d'origine allemande, donc ça c'est plutôt historique, mais les Allemands n'ont pas pris la totalité des mines de fer. Et il y a une raison à ça. En dehors de la politique, il y a une raison à ça. Ils n'ont pas pris toutes les mines de fer. Moi, je crois que ça doit avoir... ça rejoint un peu le problème de la minette trouvée de l'autre côté de la frontière au Luxembourg. Elle n'était pas utilisable avant le procédé de Thomas. Oui. Donc elle n'était pas utilisable avant de pouvoir enlever le phosphore. Oui, c'est ça. C'est le phosphore, parce que le phosphore, on n'arrivait pas à l'éliminer de façon industrielle. On arrivait à l'éliminer, mais ça demandait beaucoup de manutention, beaucoup de manipulation, et ça coûtait cher. Donc ils n'en avaient pas besoin. Parce que le phosphore rend le produit final cassant. Et on a trouvé le système d'enlever le phosphore de façon industrielle en 1872. C'est après l'annexion. Et si on regarde bien, toutes les usines, aussi bien françaises, à part Hayange, aussi bien françaises, luxembourgeoises, ou même surtout le secteur nord, ils datent de 1890. C'était après ce procédé. Après ce procédé. Donc là, ils sont rués sur des concessions minières, ils ont exploité le minerai vraiment en fond. Est-ce que vous avez peut-être encore une deuxième question ? Oui. Maintenant, c'est un peu du social. À quel âge un sidérurgiste pouvait-il prendre sa retraite ? Hors invalidité et hors statut des mineurs. Parce que les mineurs, c'était 50 ans. Hors statut mineur. Non. Retraite légale. Alors, mais tout à l'heure, je crois que vous l'aviez dit, non ? C'était pas 64 ou 65 ans ? Oui, mais je parle des années 70-80. Oui, avant, oui. Et sinon, c'était 50 ans ? Non ? Non, ça c'était le statut spécial. Oui, Statut pour les statut mineur, et c'était le départ anticipé. Voilà. C'était pas la retraite. La retraite, c'est vous qui l'a demandé à 60 ans. L'âge légal d'un départ à la retraite, c'est 60 ans. On est descendu de 65 à 60 ans. C'était 60 ans. Très bien. Et c'est là où il y a eu le problème, c'est quand les sidérurgistes ils allaient demander leur retraite à 60 ans, il leur manquait des années de cotisation. Parce que tout le monde pensait 50 ans la retraite, non. C'est l'arrêt des activités. Le partage du temps de travail. On a fait un joli petit tour de l'UQAT et on a fait connaissance de Jean Larcher, un passionné de ce site qui vient d'entamer vraiment sa saison 2024 et elle va durer jusqu'au 1er novembre alors. Oui, jusqu'au 1er novembre. Pour des guidages, pour des visites, pour des événements ici sur le site, on trouve ça où ? On peut se renseigner où ? Nous, les guides Messilor, on a nos permanences. Le week-end, samedi, dimanche, il y a les permanences, des visites guidées, 14h15, 16h30. Donc là, c'est sans réservation, mais vous pouvez réserver. Il y a les événements, donc les événements sont faits par le personnel de l'UQAT, parce que nous, on est des bénévoles, nous, on ne peut pas s'occuper des événements. Donc il y a énormément d'événements, il y a du théâtre, il y a beaucoup de films qui se tournent ici. Énormément de films qui se tournent ici,
Il y a des activités pour les enfants, il y a les fêtes de l'UQAT, il y a plein d'activités. Parce qu'un site, c'est bien beau, vous classez un site, la mémoire, mais si vous ne mettez pas des culturels, si vous ne mettez pas d'activités à côté, le public ne vient pas. Voilà, il n'y aura personne qui va venir. Il n'y aura personne. Et la programmation culturelle, vous la trouvez sur hf-ucat.com. Oui. Ok, merci pour ce podcast très, très fascinant. Oui, merci beaucoup Jean Larcher. On vous rappelle #MinutMashup pour nous suivre dans les réseaux sociaux et pour trouver le podcast sur toutes les plateformes. Et le prochain rendez-vous, on se refera une première. On va rentrer au Minette, mais on se refera un épisode franco-luxembourgeois. Et oui. Avec les deux langues. Also könnt ihr ja statt schon mal notieren. An Juni, dann gehen wir an so einen Kulturellplatz, der emblematisch für die Minadas an die einzigartig am Minadas. Je veux pas dire plus. Nee. Merci pour nous avoir suivis. Merci Jean pour votre temps. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.